Let's go Classico, c'est le jour J du choc entre les rivaux principaux de la Ligue 1, les plus grands rivaux, les Puputiens, les Marseillais. Aujourd'hui, donc ça va être un match compliqué pour les Marseillais. On va affronter un ogre européen, un ogre mondial, un ogre interstellaire, les Parisiens. Voilà, tout le monde se prosterne devant eux. C'est les plus talentueux. Mais ils n'ont toujours pas gagné quand même la Ligue des Champions. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont la gagner. Il faudra passer Aston Villa. On va pas s'attarder sur ça, la Ligue des Champions, surtout qu'on n'y était pas cette année. Voilà, c'était compliqué de pas être en Coupe d'Europe. On va s'attarder sur la rencontre. Donc, j'ai envie d'enlever ce pessimisme des supporters et derrière, je vous rendrai peut-être encore un petit peu de pessimisme parce que finalement, ça va être compliqué. Quoi qu'on en dise, ça va être très compliqué. Donc, le pessimisme, on peut l'enlever parce que dans le football, la science n'existe pas, comme le dit un certain de mes abonnés préférés, qui n'est pas là ce soir d'ailleurs dans le live. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en plein live. Alors, regardez. Et sur une autre chaîne, Seb H Live, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez dans l'onglet post de ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus et vous abonner sur l'autre chaîne, là où je fais des lives, où je fais des vidéos, comme je fais celle-ci. Donc, je reviens sur le sujet du match du Classico. Le Classico, on s'en fout de ça. Moi, le principal, c'est le terrain. Le principal, c'est la prestation des joueurs. Et c'est les joueurs qui comptent avant tout. Alors, certains veulent que De Zerbi saute. J'entends beaucoup de Zerbi out, De Zerbi, c'est de sa faute. Si on joue dégueulassement, si c'est mou, si c'est là. Mais De Zerbi, il demande peut-être pas aux joueurs de jouer aussi mou, aussi lentement, de faire des erreurs comme ça. Au bout d'un moment, de mettre toujours le fautif en premier, qui est l'entraîneur, et c'est le plus facile, ça commence à me gonfler. Franchement, on veut avoir un cycle à l'OM. On n'arrête pas de dire Longoria vire les coachs, Longoria ne prend pas le temps d'installer des choses dans le temps. Et ben là, c'est vraiment un projet sur 3 ans. Donc laissons le temps à De Zerbi de mettre les choses en place. Ça fait que 6 mois qu'il est là. Et on verra déjà à la fin de saison, on fera un petit premier bilan comme ça, correct. Pour l'instant, on est 2e, c'est correct. Voilà, on est éliminé minablement en Coupe de France, mais c'est quand même correct. 2e place, voilà, on était 8e l'année dernière. Voilà, même si c'est pas une comparaison à faire parce que l'effectif est totalement différent. Les autres ont des gros matchs en Coupe d'Europe et c'est là peut-être qu'ils sont moins à l'aise dans le championnat, mais on est quand même 2e. On mérite notre 2e place. Si on regarde depuis le début de saison, on est toujours 2e. Voilà, et les Puputiens, ils sont très loin devant. Le bilan se fera l'année prochaine. Voilà, pour remettre les points sur les 8 sur De Zerbi, ça sera pas lui le fautif, le premier fautif pour le match de ce soir si on le perd. Faudra regarder la prestation de nos joueurs. Parce que si on regarde la prestation de nos joueurs sur les défaites qu'on a eues cette saison, que ce soit au Serre, match aller, match retour, est-ce que vous mettez la faute sur De Zerbi? Moi, je suis pas d'accord. Faut mettre la responsabilité sur une part de Zerbi, mais une grosse part sur les joueurs. Comme pour le match aller contre Paris. Vous avez pas entendu Benassia dans tous les médias quand il a dit les joueurs n'ont pas répondu présent, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à l'entraînement toute la semaine. Et De Zerbi leur demande pas d'être aussi ridicule au Stade Vélodrome. Au match aller, on a été ridicule pendant 20 minutes. Et c'est pas le carton rouge pour Amin Harit qui a changé la donne. Alors certains vont dire ouais, l'arbitre il nous a enflé, s'il est là, on aurait peut-être remonté, s'il est là. Ouais, avec les si, avec les peut-être, et s'il est là, on refait le monde. Donc moi je vous dis, vu comme ça se présentait le match, allez, on perdait. Et peut-être même qu'on perdait plus largement. On prend un 3-0, mais on pouvait prendre peut-être plus. Donc on va pas s'attarder sur le match aller, il y a un match retour à jouer. La science exacte n'existe pas. Et l'OM peut gagner. Mais il faudra mettre les couilles sur la table. Comme je l'ai dit dans le titre, c'est Let's Go Classico, bien sûr, mais en sous-titre, il y a marqué match d'hommes. Donc là, maintenant, on verra si c'est des hommes. On leur a laissé 48 heures, 2 jours. 2 jours à se reposer après la défaite contre Lens. Personnellement, moi, j'étais pas pour. Moi, je laisse pas de repos pour des joueurs qui sont dégueulasses sur le terrain. Pas toute la rencontre, mais qui n'arrivent pas à gagner contre une équipe de postiers, pratiquement, une équipe bis de Lens, où il y avait 10 absents plus les départs du Mercato. Voilà, et derrière, on les récompense en leur mettant en repos pendant 2 jours pour qu'ils se vident la tête avant un match important. Non, moi, je serais pas comme ça. Moi, je serais beaucoup plus intransigeant. Et à la limite, je donne un jour, mais derrière, venir à 5 h du matin tous les jours, toute la semaine. Voilà. Et après, on s'entraîne comme il faut, on écoute ce que je dis et on met ce que je dis sur le terrain. Que ce soit à l'entraînement et même en match. Et on verra si ce soir, ils répondront présent. Voilà, donc c'est aux joueurs de répondre présent. Et on va aller tout de suite sur l'autre écran pour cet avant-match qui commence. Tambour battant. On y va, introduction. Et allez l'OM. Donc j'aimerais bien voir ça comme image. Vous voyez, un duel entre un joueur marseillais, tête contre tête. Alors là, c'était Ravanelli contre Pierre Ducrot. Mais j'aimerais bien voir, pourquoi pas, un Greenwood qu'on sent pas assez impliqué. Si bien sûr il est titulaire, parce qu'il y a toujours des doutes. On verra dans la compo tout à l'heure de l'équipe et de la Provence. Mais j'aimerais bien voir par exemple un Greenwood ou un autre joueur. Mais surtout un joueur de ce domaine-là, qui n'a pas été assez impliqué depuis le début de saison. Greenwood face à
je sais pas quel joueur parisien. Choisissez votre parisien dans le chat ou dans les commentaires. Vous choisissez un parisien face à Greenwood où il y aurait un tête-à-tête dans la rencontre. Oui, parce que Greenwood, c'est un attaquant et Ravanelli, c'est un attaquant. Alors, prenez un milieu si vous voulez. Là, c'est Ducrot, c'est un milieu. Par exemple, Neves ou Vitinha s'il joue, ou n'importe quel joueur. Ou Zaïre-Emery, j'ai du mal à le dire. Voilà, s'il joue, bien sûr. C'est un Titi parisien comme ça. On aurait un petit peu la boucle qui se bouclerait. Et en espérant avoir le même résultat qu'à ces époques où on gagnait les matchs. Parce que là, en ce moment... Sur les 25 dernières rencontres en Ligue 1, vous en souvenez la stat que j'ai sortie, merci à Massilia de l'avoir sortie, même si j'aurais pu le faire, voilà, j'ai sorti sur tous les clubs de Ligue 1, et ben c'est une seule victoire. La victoire en 2020. Victoire en 2020, une seule victoire. Et on s'en souvient de ce match, voilà, c'était plutôt par le caractère que plutôt au niveau terrain. Si on le gagne ce soir avec le caractère, je dis pas non, je signe tout de suite. Par contre, pourquoi pas avoir une petite prestation honorable aussi sur le terrain. J'aimerais bien avoir les deux. C'est compliqué, bien sûr. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec une parole qui fait plaisir parce qu'il y a un autre sujet aussi qui est important. C'est l'homophobie. Alors, l'homophobie, dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Faut pas être homophobe. Faut pas avoir des paroles de travers, ici et là. Mais dans le football, l'homophobie, au bout d'un moment, ça passe à bon dos, quoi. Je vais dire, moi, c'est le folklore. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 10 ans, même avant, quand je regarde les premiers matchs de football, il y a toujours eu des insultes et des paroles, comme il va dire, monsieur René, paix à son âme, Malville. Alors, je vous mets un filtre pour pas qu'il y ait droit d'auteur parce que c'est news. Écoutez bien, écoutez but. C'est pertinent ce qu'il nous dit là, René Malville. Ça dure 30 secondes. Écoutez bien, ça fait plaisir et ça fait rire. Un petit peu d'état. L'équipe adverse, on s'en fout carrément. Et quand on me dit à moi, ouais, mais tu te rends compte les enfants dans les stades, pourquoi les enfants, ils attendent d'être dans le stade pour entendre des conneries? Demandez aux professeurs d'école, dans les écoles communales, ce qu'ils entendent toute la journée, même à l'encontre de va niquer ta mère, le con t'es mort, je nique ta grand-mère, tout ça. Allez leur demander s'ils attendent dans les stades pour en avoir des gros mots. On n'a pas besoin de rappeler ces gros mots et c'est... Voilà. Un bon passage qui nous fait remémorer un petit peu cette personne qui était appréciable de tous, même autres supporters que les supporters marseillais. Parce que même les supporters parisiens, j'en entends dans les réseaux, qui sont dithyrambiques, qui disent du bien de René Malville. Parce que c'est un mec qui respirait la bonne humeur, le côté jovial et le côté, voilà, il était libre de dire ce qu'il pensait et il le disait là directement, même quand il passe aux journaux, que ce soit chez BFM. J'avais mis BFM, mais en fait j'ai CNews, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Pour moi, les paroles homophobes, les insultes ici et là, au bout d'un moment, voilà, ça sert à rien d'arrêter les matchs. On le connaît depuis des années, mais faut pas rentrer dans ce jeu-là parce que sinon, on va être bloqué dans tous les sens. Si on commence par ça, on va avoir tout le bras qui va rentrer dans l'engrenage. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et moi, j'en parlerai pas plus que ça. Donc, ça concerne Rabiot. Pour lui, sa maman, parce qu'il va y avoir beaucoup d'insultes. Il y aura peut-être le match qui sera arrêté pour cette raison-là. Et je trouve ça ridicule, personnellement. Allez, on enchaîne maintenant avec la Ligue 1 et les résultats. Je suis désolé pour le chat si je vous lis pas. Un tête-à-tête contre Zaïre Emery de Rabiot. Bah, justement, je parlais de Rabiot. Jo, salut. J'espère que ça va bien pour toi depuis tout à l'heure. Donc le classement, avant le classement, les résultats, Nice qui a été accroché, donc Nice qui était à 3 points de nous, donc il reste à 2 points derrière nous pour l'instant. Voilà, donc avec le match nul du côté du stade Alliance Riviera, un partout contre Auxerre qui a marqué à la 94e minute, ça fait du bien. Comme ça, mon fils il est revenu, il parlait plus. Comme ça, il ferme sa petite gueule. Je parle de mon fils. Nantes qui a gagné contre le LOSC. Très bon résultat. Donc déjà, ça fait 2 résultats, il faut profiter. Par contre, Monaco a gagné du côté d'Angers. Faut pas tout espérer non plus. On va pas tout avoir. Rennes qui a perdu contre Lens. Bravo aux Lensois. Donc, Jérôme de Lens, si tu es là. Les Lensois qui gagnent, quand même, après avoir gagné au Vélodrome, ils gagnent contre Rennes, une équipe qui était remontée en forme. Bon, ça nous intéresse pas, parce qu'ils sont très loin en classant. Mais attention, parce que Lens, ils sont peut-être à 10 points, un truc comme ça. On sait jamais, hein. Les dingueries, ça arrive vite dans le football. Le classement. Le classement, c'est maintenant et on y va tout de suite. 25 journées, après 25 journées, l'OM était toujours deuxième et restera deuxième après la 26e journée puisque seul Nice pouvait doubler l'OM et Nice a fait match nul. Monaco revient à 2 points avec 47 points, l'OM toujours 49 points, 16 points de retard sur les Puputiens, on en parle quand même. Nice qui reste à quai et reste maintenant 4e, qui passe Monaco qui est passé devant avec la différence de but. Non, c'est pareil, ils ont un but de plus. Monaco a 151 buts et Nice a 50 buts. Donc c'est juste par les buts marqués. Ensuite, Lille, qui était à 44 points, reste à 5 points derrière. Et après, tu as Lyon. Lyon, en cas de victoire de Lyon, s'il gagne 45 points, donc il passerait devant Lille, il serait 5e et il serait à 4 points de nous, avec bien sûr, si on perd. Parce que pour l'instant, c'est pas sûr qu'on perde. Comme je vous l'ai dit, un peu d'optimisme dans cette vie. Allez, on enchaîne maintenant avec autre chose. Donc les Lensois sont revenus 8e avec 39 points. Ils sont à 10 points. Voilà, j'ai deviné comme ça, au hasard.
Allez, on enchaîne avec le groupe. Le groupe d'aujourd'hui, donc nous aurons qui? Nous aurons quoi? Nous aurons Delange au gardien, Roulier au gardien et Vermote, le 3e gardien. Donc pas de changement dans l'effectif. Balerdi, Cornelius, le retour de Cornelius après sa suspension. Dedic, Garcia, Lirola, Merlin, Ramos. Kondogbia est là, mais il est dans le milieu de terrain avec Bakola, Benasser, Nadir, Rabiot et Rongier. Voilà, l'absence d'Højbjerg, elle est confirmée. Il est absent pour plusieurs semaines pour une lésion au mollet. Guiri, Greenwood, Luis Enrique, Mopé et Jonathan Rowe pour les attaquants. Du côté des absences, j'en viens d'en citer un, c'était Pierre-Emile Højbjerg. Il y en a 2 autres qui sont importants comme Amin Harit, même s'il ne joue plus depuis le match aller. Et oui, il ne joue plus depuis le match aller. Blessure au mollet. Et il a un mollet depuis 6 mois pratiquement, je ne sais plus, 5 mois. Ça fait longtemps quand même pour une petite blessure. Mais bon, c'est pas grave, on passe next. Et surtout Michael Armur-Murillo. Et oui, Michael Armur-Murillo qui va nous poser problème dans la défense. Dans sa défense à 3 où il convenait parfaitement dans ce rôle-là de rôle défenseur central, axe droit. Et pourquoi pas dédoubler en tant que latéral droit pour dédoubler avec Luis Enrique. C'était parfait sur ce côté droit. Malheureusement, il doit être remplacé. Il sera remplacé sur la compo qu'on va voir après. Donc j'enchaîne après. On part sur la compo. Non, d'abord, les paroles du coach adverse. Le coach adverse, c'est Luis Enrique. Et pas avec un H, parce que certains me disent Luis Enrique dans le chat, ils me disent sans H, avec un E, je comprends pas, c'est qui? C'est qui? Pas aujourd'hui, mais d'autres lives, parfois vous trompez. J'aime la mentalité de De Zerbi, nous dit le coach espagnol des Puputiens. Son équipe commande sur le terrain, par la possession. Et on va voir que ça pose problème, parce que dans les stats que je vais vous montrer après, ça peut poser problème. Il va lutter pour avoir la possession et presser haut avec des 1 contre 1, nous dit Luis Enrique. Je ne pense pas qu'on jouera très haut sur le terrain. Ça, c'est mon avis. Et je pense que De Zerbi ne va pas mettre en place ce système comme il dit lui. Le match n'a pas seulement une composante émotionnelle, mais aussi tactique. Ça, oui, je suis d'accord. Mais De Zerbi pense peut-être à une autre tactique. Pas celle qu'il a vue, peut-être Enrique. Je pense pas qu'on sera très haut sur le terrain. Je pense qu'on sera avec un bloc médian. Bloc médian moyen, je veux dire. Le bloc médian sera moyen, pas haut, comme on a l'habitude quand on domine l'adversaire, pas bas, parce qu'on va pas attendre devant notre défense. Parce que si tu attends face à des joueurs comme les Parisiens, ça peut faire cher, on peut prendre cher, pardon. Je pense qu'on sera entre les deux. On sera entre les deux dans la ligne du bloc médian moyen, on va dire. Donc voilà les paroles du coach adverse. On va pas s'attarder longtemps sur lui et on va aller directement sur les compos. Avant la compo, un petit focus sur un joueur que j'avais envie de mettre en avant. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est Léo Balerdi. Alors Léo Balerdi fait partie des meilleurs défenseurs d'Europe, du monde entier. Parce que regardez, top 10 des ligues européennes, donc ça fait pratiquement tout le monde, parce qu'on va pas prendre les championnats argentins brésiliens. Voilà, il y en a peut-être 1 ou 2 peut-être qui étaient dans le classement ici si on prend toutes les stades. Mais il fait partie des meilleurs défenseurs du monde, on peut le dire. On peut le dire. Il est 2e au classement des précisions de passe, derrière le Parisien Pacho, 94,8% pour le Parisien, 94,4% pour Balerdi. Le 3e, c'est Joël Ordonez de Bruges, si je reconnais bien ce logo, dites-moi dans le chat. Salut l'enfant du mal, j'espère que tu vas bien. Le 2e stat, c'est sur les passes précises, 101,4, donc passes précises pour Balerdi, il est devant Pacho. Voilà, devant Pacho, sur 101 passes précises, je sais pas si je me trompe, ou nombre de passes peut-être, je sais pas, c'est marqué en espagnol. Ensuite, Toques, ça veut dire quoi? Les ballons touchés, je pense, les ballons touchés, je sais pas si je me trompe. Donc 120,5 ballons, Pacho est 2e et Michael Murillo est 3e. Ensuite, nous avons passe Aria Andelente, je ne sais pas ce que c'est, 30,5% ou 30,5 mètres peut-être. C'est peut-être la hauteur de passe. Je sais pas ce que c'est comme stat. Voilà, pour ceux qui connaissent l'espagnol, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je ne connais pas, mais en tout cas, vous voyez qu'il est premier dans toutes les stats, mis à part la précision des passes, où il n'est pas très loin de Pacho. Pour vous montrer que Balerdi fait une grosse saison. Il avait commencé durement sa saison, où il était dans le dur par rapport à sa suspension, il a pris une suspension après le carton rouge contre Lyon. Sa blessure avec l'Argentine, l'Albi Céleste il était parti, il était absent quelques matchs. Donc il a eu du mal un petit peu dans le nouveau système aussi, voilà, de s'adapter à ce système-là. Et avec le temps qui avance, on retrouve vraiment un Balerdi très costaud comme l'année dernière. Maintenant, j'ai envie de dire, il est capitaine. Alors, depuis le début de saison, depuis même l'année dernière, je dis que Balerdi, avec des joueurs forts à ses côtés, il est très fort. Il n'a pas de joueur fort à ses côtés, vraiment très fort à ses côtés. C'est Kondogbia, un milieu de terrain de base, ou maintenant Luis Felipe Ramos, peut-être, qui sera amené à être joueur titulaire, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, pas d'adaptation, c'est pas encore un joueur fort. Et je lui demande quand même d'être fort. Voilà, je lui demande quand même d'être fort parce que là, ça suffit. Ça suffit, il est capitaine, il a 25 ans. Maintenant, il doit prouver que c'est par lui-même qu'il doit être fort. C'est pas par les autres qu'il doit être rassuré. Maintenant, c'est de lui-même qu'il doit montrer sa qualité. Il doit, pourquoi pas, nous donner la victoire sur un coup de pied arrêté. Parce que c'est une des défaillances des Parisiens. On va voir ça dans les stats tout à l'heure. Donc pour Balerdi, j'attends de toi un gros match.
comme les autres joueurs hein, qu'on va citer dans la compo, qui est ici. Donc on a la compo du côté de l'équipe qui nous met le 3-4-3, 3-4-2-1 du côté de l'OM. Donc on va d'abord énumérer la compo de l'OM. On va parler un petit peu de la compo parisienne. Voilà, ils sont face à nous, c'est quand même nos adversaires. Donc Rouli au gardien, Balerdi sur le côté droit de la défense. Voilà, l'équipe voit bien Balerdi sur le côté droit de la défense par rapport aux mises en place qui ont été faites toute la semaine. Luis Felipe devant la défense, mais dans l'axe à la place de Balerdi. Alors moi, je ne serais pas pour changer la place de Balerdi dans le sens quand on a le ballon, quand on a la possession de balle très basse, parce qu'il a l'habitude d'avoir le ballon et d'être le meneur de jeu reculé, comme on l'a vu dans les stats avant. Mais là, vu qu'on va avoir moins le ballon, ça me pose un peu moins problème finalement. Parce que Balerdi me semble un peu plus rapide et véloce que Ramos. Ramos, si on le met côté droit, point de vue vitesse, je pense qu'il a moins de qualité qu'un Balerdi. Voilà, ça c'est mon avis. Après, bon, il y a Luis Enrique qui peut aider, ça, il n'y a pas de souci. Il aidera sûrement Balerdi. Dans l'axe Don Felipe, Kondogbia à gauche et Merlin à gauche. Ça pose problème. Pour ce côté gauche, moi, j'ai peur. J'ai peur du côté gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Benacer devant la défense avec Rongier. Avec Luis Enrique côté droit, j'en ai parlé. Avec Rabiot, Greenwood, titulaire selon l'équipe. Mais il y a quand même un doute. Ouais, il doute par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. Par rapport à sa mise de côté contre Lens. Comme Luis Enrique, mais plus sur Greenwood. Ils ont un doute du côté de l'équipe où ils disent que toutes les mises en place de la semaine, on a eu le trio qui a été mis en place, qui était de Gouiri, Rabiot et Nadir, pas de Greenwood. Donc est-ce qu'on aura une surprise de voir Greenwood sur le banc encore une fois et Nadir titulaire? Je sais pas, mais en tout cas ça c'est du côté de l'équipe. La compo du côté des Parisiens, nous avons Donnarumma au gardien, ça bouge pas, avec sa tête de gruyère râpée. Nuno Mendes qui est incertain, voilà ils l'ont mis titulaire. Pacho, Beraldo, Hakimi à droite, Vitinha devant la défense, Zaïre Emery qui remplace donc Neves qui est sur le banc. Fabian Ruiz, pardon, Barcola à gauche, Dembélé dans l'axe. Bon, on le sait très bien, il va beaucoup dézonner, il va recaler dans le jeu pour être presque un créateur numéro 10. Il a d'ailleurs le numéro 10, il va aller sur le côté droit, sur le côté gauche. Ça bouge dans tous les sens cette attaque, ça va être compliqué, ça va nous faire gerber peut-être. Et Kvaratskhelia sur le côté droit, le joueur qui n'a pas mangé depuis 6 mois, qui en veut comme un lion. Voilà la compo parisienne, il peut y avoir beaucoup de changements. Et on va voir que du côté de la Provence, c'est totalement différent. Comme les Marseillais, ils ont fait une petite différence. On y va tout de suite? Allez, let's go. Les compos de la Provence, d'abord la Marseillaise, parce que la Parisienne, on s'en fout un peu, même si on va la regarder juste après. Donc, Rouli au gardien. Là, ils nous mettent Balerdi dans l'axe. Balerdi dans l'axe, Kondogbia à gauche, Luis Felipe à droite. Luis Enrique, pardon, à droite. Pas Luis Enrique avec un E, n'oubliez pas. Rongier, Benacer, Merlin à gauche. Greenwood ou Nadir. Là, ils mettent l'incertitude plus sur Nadir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Rabiot et Gouiri devant. Voilà, donc c'est la même compo, mis à part qu'il y a le changement entre Luis Felipe et donc Balerdi, donc qui passera dans l'axe, dans son poste préférentiel depuis le début de saison. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous préférez voir Ramos à droite de la défense ou Ramos dans l'axe de la défense. Et si vous voulez changer la compo, n'hésitez pas à la proposer, mais restez dans le 3-4-2-1, 3-4-3. Parce que je pense que De Zerbi l'a dit assez de fois, qu'il ne changera pas son système d'ici la fin de saison, à moins qu'il nous trompe encore une fois, comme la com que je vous dis depuis le début de saison. Ne prenez pas au sérieux la com, comme pour Eli Wahi par exemple, où il disait ça va être un des meilleurs attaquants du monde ou d'Europe. Et bien finalement, il est parti 2 semaines après. C'est pareil pour la compo. Il peut la changer, nous surprendre. Et je ne demande que ça. Si ça réussit, s'il nous change la compo et que ça réussit, eh ben on sera tous à lui faire une petite vidéo. J'allais dire gâterie, mais je l'ai dit. Bon bref, on enchaîne. Alors la compo parisienne en 4-3-3 toujours avec Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez sur le côté gauche. Donc pas de Mendes, comme je l'avais dit, était incertain. Donc Hernandez, c'est Enfuaros et du côté gauche de la défense. Faudra lui taper dans la gueule. Doué dans le milieu de terrain, Vitinha, Neves, là aussi ça change. Pas de Ruiz, pas de Zaïre Emery. Donc Neves qui est de retour et Doué aussi. Je crois qu'il n'était pas titulaire tout à l'heure. Dembélé à droite, pas dans l'axe. Ramos dans l'axe. Et Kvaratskhelia à gauche. Donc je vous demande à vous, est-ce que vous préférez voir cette compo face à nous? Est-ce que vous craignez plus cette compo-là parisienne? Avec Ramos, c'est un joueur qui va moins dézonner, moins faire chier la défense, même si c'est un joueur quand même qui a une grosse qualité, il peut la mettre au fond, il nous a déjà mis un but, il me semble. Donc est-ce que vous préférez voir cette compo-là avec un Dembélé qui va être sur le côté droit et qui va peut-être dézonner, venir dans l'axe, venir à gauche, mais qui va surtout rester au couloir droit? Ou alors est-ce que vous préférez voir la compo juste avant, celle avec Dembélé qui décroche, qui est dans l'axe? Moi personnellement, j'aurais moins de crainte celle-là. Mais il y a toujours des craintes. C'est une super équipe. On est d'accord. C'est peut-être pas la meilleure équipe des Parisiens, comme j'entends beaucoup dire sur les réseaux marseillais. Pour ma part, moi, celle qui m'a le plus impressionné, c'était à l'époque de Laurent Blanc. Voilà, quand ils écrasaient tout. Il s'est trompé, Laurent Blanc, quand il a fait ses changements contre City. Mais sinon, à regarder, franchement, j'avais plus peur de cette équipe qui gagne la Ligue des Champions
que cette équipe, même s'il y a quand même un collectif qui s'est créé. Mais ça, on va pas en parler parce qu'on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux et on enchaîne justement avec les stats qui nous concernent et qui leur concernent. Donc on voit qu'on est dans le négatif, malheureusement, sur 90 oppositions en Ligue 1, toute compétition. Non, en Ligue 1, ils ont mis. Non, 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est les derniers matchs. Donc l'OM a perdu 2 matchs et du côté parisien, ils ont perdu un match, c'était contre Liverpool. Sinon, les oppositions, c'est bien en Ligue 1. 90 matchs entre Paris et l'OM, que ce soit au Vélodrome ou au Parc des Princesses. 38 victoires pour les Puputiennes, 20 nuls et 32 victoires pour l'OM. Mais si tu enlèves l'ère Qatari, on doit être dans du 31 pour l'OM, parce qu'il y a eu une victoire. Et non, il y a eu 2 victoires. La première victoire pour le premier Classico entre nous et eux, le 2011, 3-0 pour l'OM au Vélodrome. Avec je sais plus qui a marqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc 30 victoires, et peut-être que les Parisiens seraient à 25, truc comme ça, même moins peut-être encore. Pour vous dire hein, la différence qu'ils ont fait depuis que le Qatar est là. Allez, on enchaîne. Avec une autre stat, c'est la 8e fois que le PSG et Marseille s'affrontent en étant premier pour Paris, deuxième pour l'OM, soit l'affiche première contre deuxième, la plus jouée de l'histoire de la Ligue 1. 2 victoires marseillaises pour commencer, puis 2 nuls pour 3 victoires parisiennes. Donc là, c'est très important. Il faut absolument gagner pour égaliser dans cette stat-là. Au moins sur cette stat-là, on égalise. Ça fera 3 victoires chacun. Voilà, au moins, on pourra dire, vous voyez, vous avez 2 milliards, mais on a gagné. Et ça fait 3 victoires contre vous, hein, quand on est premier ou deuxième. On sera toujours deuxième, mais c'est... Allez, on enchaîne avec les stats qui comptent avant tout. C'est celles que je vous ai citées avant, la possession. Et oui, la possession, on ne l'aura pas. Et oui, parce que quoi? Parce que Paris, là aussi, souvent, et regardez, au classement du top 5 européen, Bundesliga, Liga, Première Ligue, Serie A, si j'ai pas oublié l'autre championnat, et la Ligue 1, nous avons Bayern Munich premier, deuxième Paris, troisième Barcelone, quatrième Marseille comme. On est quatrième avec 65% de possession en moyenne par match et les Parisiens sont à 68,6. Mais leur possession c'est pas la même. Comme je vais vous citer dans les passes réussies ici, on voit que Paris est premier. Dans les pourcentages de précision de passe, ils sont premiers de l'Europe. 91% et l'OM descend d'un cran avec 5e. Alors c'est bien d'être 5e, mais nous on a un jeu quand même qui est plus bas. Voilà, quand on part beaucoup plus bas. On joue beaucoup avec Balerdi, Højbjerg, Rongier quand il est titulaire ou les joueurs qui sont derrière dans notre défense. Alors que c'est un jeu beaucoup plus haut, beaucoup plus rectiligne, à prendre plus de risques. Et même en prenant des risques, ils ont plus de précision. Pour vous dire que si on fait des erreurs, nous, ça coûte cash une occasion. Alors que eux, ça coûte pas peut-être cash une occasion. C'est pour ça qu'il y a une différence aussi entre les deux, la qualité des joueurs qu'on a sur les relances. Sur les relances, on a Balerdi qui est plutôt honorable, qui fait pas beaucoup d'erreurs. Certains matchs, il peut en faire, mais il fait pas beaucoup d'erreurs. Mais derrière, on a du Kondogbia qui a la ramasse parfois, Cornelius qui a été à la ramasse parfois, Brassier, j'en parle pas. Du côté droit, Murios, ça va à peu près. Mais vous voyez ce que je veux dire? Eux, de leur côté, ils ont plus de qualité, plus d'assurance. Et c'est ce qui manque un petit peu pour vraiment maîtriser l'adversaire. Donc, on n'aura pas cette maîtrise. Ils auront la possession. On va attendre, je pense, peut-être pas tout le match. Peut-être qu'à un moment donné, les Parisiens auront un petit coup de mou, peut-être, après le match de mardi. Mais j'y pense pas trop, moi. Certains disent qu'ils vont être fatigués pour la prolongation à Liverpool. Je pense pas. Ils sont euphoriques. Ils sont dans la confiance. L'euphorie, le mental, c'est plus important que les jambes. C'est surtout le mental qui joue pour les jambes. C'est pas les jambes qui jouent pour le mental. Donc, à mon avis, il y aura pas de fatigue. Ils vont dominer. Ils vont avoir la possession, plutôt. Ils vont dominer sûrement la rencontre. Mais nous, il faudra avoir l'efficacité, le réalisme au bon moment, au bon endroit. Et il y a des défaillances du côté parisien. Voilà, faut pas penser que c'est un ogre invincible. Il y a des défaillances sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu face à Liverpool, face à d'autres équipes en Ligue 1, que les Parisiens avaient des défaillances, surtout sur les coups de pied arrêtés. Les tirs de loin aussi, apparemment, selon le site WhoScored, ils nous disent qu'ils ont des défaillances sur les tirs de loin. On va prendre ça vraiment pour une stat réelle. Donc, si vraiment, sur les tirs de loin, ils ne font pas ce qu'il faut, il faudra en faire. Il ne faudra pas hésiter à tirer de loin. Parce que c'est un bas qui blesse de notre côté. On ne tire pas assez de loin. Que ce soit par les Højbjerg, qui a une bonne qualité de frappe, ou même les Rabiot, même s'ils descendent dans le cœur du jeu, il peut tirer de loin aussi. Ou les Benacer, ou Rongier. Il faut que ça frappe de loin. Même si c'est à côté, c'est pas grave. Ça fait monter le bloc. Et derrière, on trouve des espaces. Ça, on pourra trouver des espaces dans le dos de la défense. Protéger leur avance au tableau, ça, on s'en fout. Duel aérien, très important pour les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, dans le jeu aérien, ils ont des défaillances. Contre Liverpool, ils ont eu du mal. Combien d'occasions ont eu Liverpool sur les coups de pied arrêtés? Regardez bien le match, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou regardez les résumés. Vous avez beaucoup d'occasions sur les coups de pied arrêtés du côté de Liverpool. Pour les autres équipes, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ils ont une petite défaillance sur les coups de pied arrêtés. Et il faudra, pourquoi pas, tenter des frappes de loin pour essayer de débloquer la situation. Si on a l'occasion, bien sûr. Empêcher l'adversaire de se créer des occasions, ça c'est normal, c'est un petit peu toutes les équipes, comme nous aussi. Voilà, on l'a aussi dans nos défaillances. Empêcher l'adversaire de se créer des occasions, défendre les ballons dans notre dos. Et oui, c'est par la vitesse.
Et aussi éviter les erreurs individuelles, ça c'est de notre côté. Comme je vous l'ai dit, les relances, les manques de précision dans les relances, la conduite de balle, un Rongier contre Lens, par exemple, à 68e, qui fait comme ça avec ses pieds là, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, tout ça, la qualité. Nous, on manque de qualité derrière. Eux, ben, il y a peut-être dans le jeu aérien qu'on pourrait se poser problème. Alors, malheureusement, il manque un joueur, Højbjerg, qui aurait pu être là pour apporter dans le jeu aérien. Mais on a toujours des Rabiot, on a toujours des... Je vous remonte la compo. La compo de l'OM, voilà, on revient dessus. On a du Rabiot qui est bon de la tête. On a du Balerdi, du Luis Felipe qui va apporter dans le jeu aérien. Kondogbia, donc ça fait déjà 4 joueurs. On peut rajouter, pourquoi pas, donc j'ai dit quoi, Luis Felipe, Balerdi, Kondogbia, ça fait 3. Rabiot, ça fait 4. Après, bon, le reste, on les connaît pas trop sur le jeu aérien pour être de bonne qualité, mais on peut dire que Greenwood, Guiri, c'est des joueurs qui font plus d'1m80, il peut mettre une tête, Luis Enrique aussi. Merlin, non, il sera pas là dans la surface, je pense pas Roger non plus, Benacer non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le jeu aérien, faudra tenter. Dans les frappes de loin, faudra tenter. Balerdi est capable aussi de frapper de loin. Pourquoi pas? Contre Monaco l'année dernière, il marque. Kondogbia a une grosse frappe de balle. Peut-être pas précise. Luis Felipe, je sais pas. Mais il faut frapper de loin. Faut jouer les coups francs et les corners comme il faut. Faudra pas hésiter de la mettre dans la boîte, même quand on est loin, pourquoi pas pour amener du danger. Voilà, donc ça c'est mes clés du match. Et pour terminer, donc dans les stats, on a aussi notre clé qui va être du côté négatif, c'est Clément Turpin. Clément Turpin qui est l'arbitre du match. J'avais pas trop envie d'en parler, mais il faut le mettre en avant. Donc c'est un arbitre qui est plutôt négatif dans le bilan pour nous. 45 matchs, 15 victoires, 19 défaites, 11 nuls. Donc c'est plutôt dans le négatif. Les 15 victoires qu'on a là, il y en a 2 ou 3 contre Monaco. Le reste... Les défaites, c'est souvent contre les grosses équipes, dont Paris. On en a perdu je sais pas combien avec Turpin à l'arbitre. Donc, est-ce que vous craignez, vous, de votre côté Turpin? Moi, je vais pas m'attarder dessus. Je vais pas m'attarder dessus quand je ferai mon débrief demain. Ça sera un débrief plutôt sur le sportif, sur le côté de Zerbi aussi. Et après, je partirai sur l'arbitrage si, bien sûr, il y a des dingueries, je parlerai de l'arbitrage, obligatoirement. Voilà, bon, les amis, pour tout ce qu'on devait dire sur la rencontre. Je vais maintenant faire un petit pari avec vous, un pari sportif, sur cette fin de vidéo pour voir déjà quoi le résultat cash ou plutôt le score. Le score, on va chercher, il est où le score? Le score, donc on a plusieurs scores de disponibles. Donc on a du 0-0 jusqu'au 4-3. Il y en a d'autres derrière, si on peut avoir un 4 à 5-3 ou un je sais pas quoi. Mais en tout cas, on va rester sur des scores qui sont possibles. Et moi, je mettrais bien un petit match nul. Je voudrais bien une victoire, mais 1-2-2. Voilà, 2-2, cote à 14,50. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, n'hésitez pas à me donner le vote que vous avez choisi dans le quadrillage qui est ici. Voilà, vous me dites dans les commentaires ou dans le chat tout à l'heure, on le refera. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer votre pari que vous feriez vous de votre côté pour voir, on sait jamais si vous gagnez. Si vous auriez mis 10 € par exemple, imaginez-vous, il y a un 4-1 pour l'OM là. La cote est à 200. Vous aurez mis 10 €, vous aurez gagné 2000 €. Ah, c'est dommage, parce que vous aurez pu me donner 1999 € et vous aurez gagné 1 € pour vous. Allez, j'enchaîne avec les buteurs maintenant. Les buteurs, on va choisir des buteurs, les buteurs, ici. Voilà, les buteurs, on va choisir, tchac. Oh, c'est comment que ça marche ce truc-là? Je descends un peu, créer ma sélection. Ah putain, je sais pas comment ça marche. On va remonter. Buteur, c'est pas simple. Buteur, passeur. Ah, c'est peut-être là. Voire plus. Buteur, passeur décisif. Paris, Marseille. Alors, on va choisir ceux de Marseille, hein, tout simplement. Alors, buteur. Donc, il y a 2 buts pour l'OM. Je vais choisir mes 2 buteurs ou un buteur qui met un doublé. Allez, Greenwood, il va répondre présent. Et pourquoi pas un coup de pied arrêté. Alors, Pierre-Emile Højbjerg, il peut pas marquer. Sinon, j'aurais mis Højbjerg. Mumbagna, il peut pas marquer, il est pas là. Jeu aérien, qui c'est qui peut mettre une tête? Et le signe, il est où Rabiot? Rabiot. Il est même pas buteur? Ils ont pas mis Rabiot? Non. Alors attends. Ah oui, il est là. Rabiot 6,90. Voilà. Donc je choisirai les 2 buteurs. Voilà. Adrien Rabiot et Mason Greenwood. But de la tête d'Adrien Rabiot, coup de pied arrêté. Et but de Greenwood, je sais pas, un exploit intersidéral. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Merci pour votre présence jusqu'à la fin. Il y a un petit code de fin, un petit mot de passe de fin de vidéo. Vive le foot chez Sebh Live. Et oui, c'est chez Sebh Live que ça se passe. Allez, et surtout, allez l'OM! Ciao.